Certains d'entre nous naissent pour créer, et d'autres pour servir, a annoncé mon frère Julien en levant sa coupe face à une salle comble d'investisseurs, à la santé des petites gens qui laissent la lumière allumée pour que les génies puissent travailler. Mes parents ont ri. Ils étaient à quelques minutes de vendre l'œuvre de ma vie pour 800 millions d'euros, et ils me traitaient encore comme la boniche. J'étais dans un coin, la bouteille de champagne vide à la main, invisible dans ma simple robe noire. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste attendu qu'ils portent la coupe à leurs lèvres. Puis, sous la table, j'ai appuyé sur l'unique bouton de mon téléphone, celui qui allait transformer leur victoire en scène de crime. Avant que je vous raconte précisément ce qui est apparu sur cet écran, et pourquoi mon frère risque maintenant 20 ans de prison ferme, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez, et quelle heure il est. Je veux savoir qui sont les témoins de cet instant. Je me suis éclipsée par les lourdes portes vitrées avant que la première gorgée de champagne n'atteigne leur gosier. À l'intérieur, l'air était saturé de félicitations et d'effluves, de parfums hors de prix. Dehors, dans le couloir, c'était le silence de mort. Je n'ai pas couru. Courir, c'est avouer sa culpabilité. Et je n'étais pas coupable. J'étais le bourreau. Je m'appelle Célia, j'ai 28 ans, et depuis 10 ans, ma famille me traite comme un fantôme dans la machine. Utile quand tout est cassé, invisible quand tout fonctionne. Ils pensaient que j'étais juste la sœur discrète qui aimait les ordinateurs. Ils ne savaient pas que j'étais l'architecte de la chose même qu'ils étaient en train de vendre. J'ai descendu le couloir, le claquement de mes talons sur le marbre rythmant mes pas jusqu'au local des serveurs. J'ai plongé la main dans ma pochette et j'en ai sorti mon ancien badge de sécurité. Julien pensait m'avoir tout pris. Mon titre, mes parts, ma voix. Mais l'arrogance rend les gens négligents. Il avait oublié de désactiver mon accès physique. Le lecteur a émis un bip vert. La serrure s'est déverrouillée dans un déclic. La pièce ronronnait du son des ventilateurs et des unités de refroidissement. C'était le cœur du deal qui se jouait au bout du couloir. Je me suis approchée de la console principale. Mes mains ne tremblaient pas. Un calme étrange et glacial s'emparait de moi. Je n'étais pas là pour saboter une démo. J'étais là pour mettre fin à un braquage. Voyez-vous, Julien n'avait pas seulement volé mon code. 2 jours plus tôt, j'avais trouvé les papiers dans son bureau. Quand j'avais 18 ans, il m'avait fait signer une procuration générale. C'est pour les impôts, avait-il dit avec ce sourire si charmant. Comme ça, je gère la paperasse ennuyeuse pour toi. Je l'avais cru. Je lui avais fait confiance. Il s'est servi de cette signature pour hypothéquer la totalité de ma fortune. Il n'est pas allé voir une banque. Les banques posent trop de questions. Il s'est adressé à des requins de la finance, des fonds privés qui vous saignent avec des taux d'intérêt exorbitants et vous prennent tout ce que vous possédez si vous manquez un paiement d'un seul jour. Julien avait mis en jeu mon avenir, ma maison, mon héritage pour financer le pré-relais de cette acquisition. Si le deal se faisait, il les remboursait, et je ne saurais jamais rien. S'il échouait, je me retrouverais à la rue dès le lendemain matin. Il jouait ma vie pour acheter sa gloire. J'ai tapé mes identifiants d'administratrice. L'écran a vacillé, puis s'est allumé. Pas besoin de créer un virus complexe ou de hacker le système. Il me suffisait de reprendre ce qui m'appartenait. Tout le système reposait sur une unique clé API maîtresse, une poignée de main numérique qui connectait le logiciel à la base de données. Cette clé était enregistrée à mon nom. J'ai tapé la commande « Révoquer-bas accès ». J'ai appuyé sur « Entrée » sur le rack en face de moi. Le voyant du disque principal a clignoté une fois, 2 fois, puis est passé d'un vert stable et rassurant à un rouge dur. Fixe. Le bourdonnement du disque s'est arrêté. J'ai tendu la main et j'ai physiquement retiré le disque de sauvegarde de son emplacement. Il était chaud dans ma paume, je l'ai laissé tomber dans mon sac, à côté de mon rouge à lèvres. Et voilà, le moteur de leur bolide à 800 millions d'euros venait de disparaître. J'ai regardé mon reflet dans l'écran sombre. J'avais la même apparence qu'il y a 5 minutes. La sœur discrète, soumise. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai fait demi-tour et je suis retournée vers la fête. Le champagne devait être en train d'être servi. Il était temps de les regarder s'étouffer avec, debout dans le couloir, l'air frais de la ventilation sur mon visage. Mon esprit a été ramené 6 mois en arrière. Dans la cave, les gens me demandent pourquoi je suis restée, pourquoi j'ai écrit ce code si je savais que c'était des monstres. Ils ne comprennent pas que quand on est élevé en cage, la main qui vous nourrit ressemble à de l'amour, même quand elle vous empoisonne. Il y a 6 mois,
Pendant que Julien finalisait la présentation pour cette acquisition, j'habitais sous terre, littéralement. Mes parents avaient transformé la cave à vin de leur hôtel particulier de Neuilly en espace de travail. Pour mon bien, disait-il, pour que je reste concentré, à l'abri des distractions, c'était une prison avec le Wi-Fi. L'odeur, je m'en souviens parfaitement, le béton humide, l'ozone des serveurs en surchauffe, et ce goût métallique de café froid. J'étais assise sur une chaise de bureau qui, selon ma mère, avait coûté 2 000 €, comme si une chaise chère pouvait compenser l'absence de lumière du jour. Au-dessus, je les entendais, c'était le soir du gala d'été, le plancher vibrait sous les basses du quatuor à cordes et les pas lourds des traiteurs. Par les conduits d'aération, l'odeur du homard rôti et du beurre clarifié descendait jusqu'à moi, épaisse, provocante. Je n'avais pas mangé un repas chaud depuis 2 jours. Ma mère, Catherine, est descendue vers 21 h. Elle portait une robe en soie qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe. Elle ne m'a pas apporté une assiette de la réception. Elle m'a apporté un plateau avec un sandwich froid à la dinde et une plaquette de pilules. Des vitamines, ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant de cette douceur synthétique terrifiante. Pour t'aider à te concentrer, il nous faut la version bêta pour demain matin. Ce n'étaient pas des vitamines, c'étaient des stimulants, des amphétamines que son médecin privé lui fournissait pour me faire coder 20 heures d'affilée. Je les prenais, parce que si je ne le faisais pas, le travail s'arrêtait. Et si le travail s'arrêtait, les menaces se commençaient. Des menaces sur ma santé mentale, sur le fait de me faire interner, de me retrouver à la rue sans rien. J'ai avalé les pilules, j'ai mangé le sandwich sec, j'ai continué à taper. Vers minuit, la porte s'est rouverte. C'était Julien, ivre de whisky hors de prix et d'adrénaline. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte dans son smoking sur mesure, desserrant sa cravate, me regardant taper comme si j'étais un animal de zoo exécutant un tour. « Tu ressembles à un cadavre. Célia, a-t-il ri en faisant tourner son verre. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Julien, ai-je dit. La voix rauque. L'architecture s'effondre. Il me faut du temps. Il s'est approché et a fait pivoter ma chaise. Il ne m'a pas frappé. Il a fait pire. Il m'a attrapé le visage, ses doigts s'enfonçant dans ma mâchoire, me forçant à le regarder. Tu n'as pas besoin de temps, tu as besoin de gratitude, siffla-t-il. Regarde-toi, tu es incapable de parler aux gens, incapable de vendre, tu n'as aucune valeur sociale, tu es un boulet pour cette famille. On a trouvé un moyen de te rendre utile. Tu devrais nous remercier de donner un but à ta petite vie pathétique. Il a lâché mon visage et s'est éloigné, laissant la porte entr'ouverte pour que je puisse entendre les rires de la fête à l'étage, le son des gens vivant la vie que mon travail finançait. C'est cette nuit-là que j'ai arrêté d'essayer de leur plaire. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à coder le coupe-circuit. J'ai cligné des yeux. Revenant au présent, le couloir du centre de conférence était lumineux et stérile. Le fantôme de l'emprise de Julien sur ma mâchoire s'est estompé, remplacé par le poids froid du disque dur dans ma pochette. Ils pensaient m'avoir brisé dans cette cave. Ils avaient tort. Ils avaient juste détruit tout ce qui était doux en moi, ne laissant que l'arme en dessous. J'ai vérifié mon téléphone. La démo devait commencer dans 4 minutes. Julien allait me chercher. Il s'attendrait à ce que sa sœur soumise et terrifiée soit là, prête à servir plus de champagne. J'ai lissé ma robe. Je suis retournée vers la cage de verre. Il était temps de rejoindre la fête. En tournant le coin vers la salle de conférence, une main a jailli d'une alcôve. Saisissant le haut de mon bras, ce n'était pas une prise douce. C'était un étau. Je n'ai pas crié. J'ai juste levé les yeux. Julien était appuyé contre le mur. Caché à la vue des investisseurs, sous les lumières crues des halogènes, les fissures dans sa façade étaient visibles. Il transpirait, une fine pellicule de sueur sur sa lèvre supérieure que son fond de teint de luxe ne pouvait masquer. Ses pupilles étaient dilatées, vibrant d'un cocktail d'adrénaline et de terreur. « Où étais-tu passé » siffla-t-il, sa voix basse et pâteuse. « Les acheteurs réclament que la démo. Si tu me mets dans l'embarras, je suis allée chercher de la glace, dis-je, la voix neutre. Comme tu me l'as demandé. » Il a serré mon bras plus fort, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Il m'a tiré contre lui, si près que je pouvais sentir l'odeur du scotch sur son haleine, masquant à peine celle de la peur. « Écoute-moi bien, a-t-il murmuré. Et pour la première fois, j'ai vu le monstre clairement.
Pas le frère charmant qui séduisait les investisseurs, mais le joueur désespéré qui avait tout misé sur une main qu'il ne possédait pas. Ce deal se conclut dans 20 minutes. Le virement arrive sur le compte avant minuit. S'il n'arrive pas, si tu fais quoi que ce soit pour ralentir les choses, il s'est penché, ses lèvres frôlant mon oreille. J'utiliserai cette procuration pour liquider jusqu'au dernier centime que tu as. Je viderai tes comptes personnels et demain matin, je déposerai une demande pour te faire déclarer mentalement incapable. Papa et maman sont déjà d'accord. On dira que le stress de la start-up qui a échoué t'a fait craquer. Tu te réveilleras dans un hôpital psychiatrique et je t'y laisserai. Des sonnettes, c'était ma comme de. Il a reculé pour me regarder, un sourire cruel aux lèvres. Tu sais que je peux le faire. Tu sais que personne ne croira la petite sœur bizarre et silencieuse plutôt que le PDG. C'était la menace parfaite. Elle reposait sur l'architecture même de l'abus qu'ils avaient construite autour de moi pendant des années, mon silence, mon isolement, ma prétendue fragilité. Ils ne menaçaient pas seulement mon argent, ils menaçaient mon autonomie, ils promettaient de m'enterrer vivante. Autrefois, j'aurais tremblé, j'aurais supplié, j'aurais promis d'être sage, mais je n'étais plus cette fille. J'étais celle qui tenait le coupe-circuit. J'ai compris, Julien, dis-je. Mon pouls n'a même pas accéléré. Le code est prêt, et toi, il m'a dévisagé, cherchant une faille. La peur dont il se nourrissait, ne la trouvant pas, il a ricané, a lâché mon bras et m'a légèrement poussé vers la porte. Arrange-toi le visage. A-t-il lâché en redressant sa cravate? On dirait un fantôme. Il a tourné les talons et est entré d'un pas conquérant dans la salle de conférence, le masque du Golden Boy reprenant instantanément sa place. Je l'ai regardé s'éloigner. Il pensait se diriger vers ce couronnement. Il ne savait pas qu'il entrait dans un abattoir. L'air dans la salle de conférence était sous pression, lourde odeur de cuir, de produits de nettoyage à sec et de 800 millions d'euros. Les acheteurs étaient assis d'un côté de la longue table en acajou. C'étaient des requins, des cadres d'un géant pharmaceutique mondial. Ils ne souriaient pas, ils ne faisaient pas de conversation. Ils fixaient Julien avec la concentration vide de prédateurs évaluant un repas. Mes parents étaient assis à l'arrière, rayonnants comme des monarques. Mon père m'a fait un signe de tête sec, me faisant signe de remplir les carafes d'eau. En dos, je me suis déplacée silencieusement sur le côté, reprenant ma place dans l'ombre. « Messieurs » commença Julien. Sa voix résonnant de charisme, il arpentait la pièce devant l'immense écran de 80 pouces. Ce que vous allez voir n'est pas juste un logiciel, c'est l'évolution du génome humain. Il a cliqué sur une télécommande. L'écran s'est animé de visualisations complexes. Des hélices d'ADN tourbillonnées, des points de données se connectaient. C'était beau, c'était brillant, c'était à moi. J'ai écrit le cœur génomique, a menti Julien en se frappant la poitrine. J'ai passé 3 ans à construire l'architecture neuronale qui permet à ce système de prédire les risques de cancer avec une précision de 99%. C'est l'œuvre de ma vie. L'acheteur principal, un homme nommé Sterling avec des yeux de silex, s'est penché en avant. « Montrez-nous, lancez la simulation en direct. » Julien a souri. Il s'est assis devant l'ordinateur de commande en bout de table. Avec plaisir, il a tapé ses identifiants. Il a appuyé sur le gros bouton vert marqué « Exécuter ». Sur l'écran, une barre de progression est apparue. Chargement du jeu de données, terminé. Initialisation des réseaux neuronaux. Terminé, analyse en cours. La barre a avancé sans heurte jusqu'à 10%, puis 20%. C'était le piège, en informatique. On appelle ça une dépendance. Imaginez une voiture de sport ultra performante. Julien avait volé la voiture. Il avait la carrosserie, les roues, les sièges en cuir. Il avait fière allure au volant, mais le moteur, la logique mathématique qui faisait avancer la machine, se trouvait sur un serveur externe. Il nécessitait une poignée de main numérique constante, un ping vers ma clé API et des termes et i privé pour continuer à tourner. Pendant les 10 premières secondes, le système fonctionnait sur la mémoire cache, le cheval de Troie. Tout semblait parfait. Julien a jeté un regard aux investisseurs, son sourire s'élargissant. Il pensait avoir gagné. Puis le cache s'est épuisé. Le système a tendu la main vers le serveur pour la ligne de code suivante. Il a frappé à la porte, mais j'avais changé les serrures.
La barre de progression s'est figée à 33%. Le vrombissement des ventilateurs de l'ordinateur portable s'est intensifié, bruyant dans la pièce silencieuse. L'hélice d'ADN tourbillonnante sur le grand écran a bégayé, puis s'est arrêtée. Julien a tapé sur la touche « Entrée ». Rien. Il a tapé à nouveau, plus fort. Juste un instant, gloussa-t-il. Un son nerveux. Connexion à haut débit, un peu de latence. Il a regardé l'écran, une petite roue se mit à tourner. La roue de la mort. Sterling n'a pas scié. « Monsieur Townsend, ça charge ?»« C'est tout » a dit Julien. Des perles de sueur sont instantanément apparues sur son front. « Le Wi-Fi est un peu capricieux ici. » Ce n'était pas le Wi-Fi, le code hurlait dans le vide, cherchant un maître qui n'était plus là. Je me tenais dans le coin, serrant la carafe d'eau, regardant le sang quitter le visage de mon frère. Il tapait maintenant furieusement, son sang-froid se fissurant. Il a essayé de redémarrer la séquence. Erreur, connexion refusée. Erreur, accès administrateur révoqué. Le silence dans la pièce s'est étiré, mince et tendu comme un fil sur le point de casser. Ma mère s'est agitée sur son siège, ses bijoux cliquetant. Mon père a regardé Julien, ses yeux se plissant. « Julien ?» dit Sterling, sa voix calme et dangereuse. « Y a-t-il un problème ?» Julien a levé les yeux, la terreur que j'avais vue dans le couloir était de retour, amplifiée 1000 fois. Il m'a regardé, pendant une fraction de seconde. Il a compris, puis l'écran a vacillé, la roue tournante a disparu et des lettres rouges ont commencé à se former. L'écran derrière Julien n'est pas simplement devenu noir. Il a inondé la pièce d'une lumière cramoisie et violente. Un texte blanc massif s'est gravé sur l'affichage, remplaçant l'hélice d'Adin. Ce n'était pas un rapport d'erreur, c'était un avis juridique. Erreur 450 et un indisponible pour des raisons légales. En dessous, dans une police nette et irréfutable avertissement violation de propriété intellectuelle détectée. Propriétaire du code source Esseria Technologies SSS. Statut utilisation non autorisée. Accès révoqué. Rapport, preuve de fraude boursière enregistrée. La température de la pièce est tombée à 0. Le seul son était le vrombissement du ventilateur du projecteur, luttant pour refroidir la machine qui venait d'exécuter son maître. Julien se tenait là, figé, sa peau baignée dans la lueur rouge de l'écran. Il ressemblait à un chevreuil pris dans les phares. Si le chevreuil portait un smoking à 5000 € et réalisait que les phares appartenaient à un TGV. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sterling. Sa voix n'était pas encore en colère. C'était pire, curieuse. C'est un bug, balbutia Julien. Ses mains volant sur le clavier, frappant échappe, contrôle plus alt plus supre. Rien ne fonctionnait. L'écran était verrouillé. On a été piraté. Quelqu'un manipule le flux. Il a crié mon nom, pointant un doigt tremblant vers moi dans le coin. Règle ça, appelle le service technique. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je l'ai juste regardé. Je ne peux pas le réparer. Julien, dis-je, ma voix tranchant dans la panique. Ah, ce n'est pas un bug. C'est une plainte pour violation de copyright. Sterling s'est tourné de moi vers l'écran. Etheria Technologies, lut-il. Qui est-ce ? Julien a eu un rire nerveux. Personne, une société écran, probablement une attaque pour faire chuter notre action. Townsend Industries détient tous les droits sur le code. C'est moi qui l'ai écrit. Ping, la tablette de Sterling s'est allumée, puis le téléphone de son directeur financier, puis un autre appareil. J'avais synchronisé le déclenchement avec la révocation de l'app. Sterling a ouvert l'email et a scanné la pièce jointe. Une demande de brevet provisoire, déposée, notariée, horodatée d'il y a 12 mois. « Julien, dit-il doucement, ceci est un brevet certifié pour l'architecture du cœur génomique. »« Oh, c'est un faux !» a hurlé Julien, la sueur coulant à flots. « Un faux !» Sterling a continué à lire. « Il mentionne l'inventeur, pas vous, pas Townsend Industries. » Il m'a regardé. « Celia Townsend. » Mes parents ont eu un hoquet. « Elle l'a volé ?» a crié Julien. « Elle était mon assistante, elle a signé une clause de confidentialité. C'est moi qui l'ai créée, dis-je en m'avançant. Et je n'ai jamais signé de clause de confidentialité pour ce code.
La procuration que tu as utilisée pour hypothéquer ma fortune était une fraude. Vendre une propriété intellectuelle qui ne vous appartient pas à une société cotée en bourse, c'est une fraude boursière. Sterling s'est levé. L'atmosphère a basculé. Vous avez garanti détenir la pleine propriété de cette PA, dit-il froidement. Vous l'avez utilisée comme garantie pour un prêt relais. Si vous ne possédez pas le code, cette entreprise ne vaut rien. Je peux expliquer. Ne le faites pas. Sterling s'est tourné vers son directeur financier. Appelez les avocats, informez la banque, mettez fin au contrat pour faute grave. Il a déchiré la lettre d'intention en deux. Le deal est mort. Et si elle a raison, vous allez finir en prison. Julien s'est effondré. Le pouvoir qu'il avait sur moi s'était évaporé. Les créanciers saisiraient tout avant le matin. Alors que je me tournais pour partir, les portes ont volé en éclats. Police, tout le monde à terre. 3 policiers armés ont fait irruption. Me visant, je suis tombée à genoux instantanément. « Elle est suicidaire !» a hurlé mon père. « Elle a un couteau !» Le coup monté classique. Une fausse demande d'internement psychiatrique. Discréditer la lanceuse d'alerte. Enterrer le crime. « Agent !» dis-je calmement. Assez fort pour les caméras piétons. Je ne suis pas armée. Je ne suis pas suicidaire. Je suis une lanceuse d'alerte. Je lui ai indiqué de retirer une enveloppe en plastique scotchée sur ma poitrine. À l'intérieur, une déclaration sur l'honneur de santé mentale, notariée, signée la veille par 3 psychiatres experts près les tribunaux. La page suivante, une ordonnance de protection déposée ce matin-là contre mes parents et Julien. Vérifiez l'heure de l'appel au 17, dis-je. Ils ont appelé avant que le deal n'échoue. C'est un faux signalement, c'est un crime. Le policier a baissé son arme. Radio. Annuler la demande d'intervention. Faux rapport vérifié. J'ai besoin d'un supérieur. Les larmes de mes parents se sont évaporées. Les sorties ont été bloquées. Pas pour moi. Pour eux, je suis sortie alors que des menottes se refermaient dans un cliquetis derrière moi. 3 semaines plus tard, assise dans un café tranquille, je lisais les derniers titres des journaux. Actif saisi, caution refusée, inculpation pour dénonciation calomnieuse. J'ai effacé les 3 derniers contacts de mon téléphone. Le café coûtait 5 €. Je l'ai payé avec l'argent que j'avais gagné, pour un code qui m'appartenait. Il était amer, brûlant, parfait. Il avait le goût de la liberté.